Hey, salut les gars, j'espère que vous êtes bien perchés là-haut. Aujourd'hui, nous allons démonter le Hobo Hyper MT de Arnaud. Et on va se prendre le temps, puisque on a plusieurs abonnés qui m'ont demandé le tuto de comment démonter et entretenir sa bestiole. On viendra aussi sur le réglage du slipper. Pourquoi pas carrément aussi juste le tuto pour l'installation de la bestiole, comme ça on va pouvoir ouvrir la boîte et vous montrer tout ça. Comme toujours, je vais donc commencer par enlever l'électronique. On passera ensuite à un nettoyage rapide de l'engin électronique démonté. On en profitera au remontage pour poser peut-être ce câblage un peu différemment. L'avantage par exemple de ce montage ici avec ces petites rallonges, c'est que bien sûr on peut enlever donc le vario sans ouvrir la boîte radio. C'est bien sur des engins comme le X-Max ou autre. Ici c'est pas trop la peine de faire ce genre de choses puisque la boîte radio s'ouvre super facilement. Personnellement aussi, j'éviterais de mettre trop de réalisants sur les câbles. Je suis pas du tout fan de mettre des réalisants sur les câbles. Réalisants en plastique relativement dur. Et généralement les câbles sont en silicone, ça finit par les couper. Donc si vous mettez des réalisants sur les câbles, ne les mettez pas trop serrés, ne fixez pas, n'écrasez pas le câble. Voilà. Il a Alors l'engin déjà de Arnaud est donc complètement équipé de la visserie inox. On a les options de cale arrière ici pour empêcher en fait les fusées de prendre de l'angle de pincement au moment où la suspension travaille. Ça c'est bien. Par contre là il y a un grand fan de scotch. Il va faire gaffe de ne pas zigouiller l'antenne. Alors je pourrais faire comme toutes les autres chaînes, c'est-à-dire tout filmer et ensuite vous couper les séquences où il se passe rien, où je parle pas, etc. Blabla. Mais je suis pas fan du tout des vidéos hachurées coupées sans arrêt. Et donc je ne le fais pas non plus de moi-même pour les autres. Après c'est vrai que là, dans ce cas-là, ça serait peut-être sympa d'avoir une espèce de live avec un micro, qu'on puisse tous se parler ensemble, que tout le monde puisse poser les questions qu'il veut poser. Le switch supplémentaire ici est pour l'éclairage en fait. Puisque la personne qui avait cet engin avant a monté un éclairage. Ce qu'il a bien fait, c'est que tout peut se séparer avec des prises. C'est pour ça aussi qu'il a fait ceci, je pense. En fait, on peut, dans ce cas-là, maintenant, séparer juste la bielle de direction et les vis du dessous pour enlever toute la boîte radio complète. Donc ça, c'est très malin. Donc il a fait un système pour enlever la boîte radio complète, un système pour enlever le vario. Et ah oui, voilà ce que je n'avais pas vu, c'est ce que tu me disais Arnaud, on va donc commander la pièce. J'avais pas fait gaffe. En fait, ce n'est pas la pièce option. En fait, ici, la clampe moteur a été coupée en deux. À l'arrière, elle est fendue, il manque un morceau. Ça, c'est con. On va donc effectivement ici faire le nécessaire. On va te commander cette petite pièce pour la changer. Alors, bon, manip pour enlever le vario relativement simple. Il n'y a pas de mystère. On a aussi les bacs à batterie qui sont à l'avant sur cet engin, mais là, moi j'avais mis relativement au milieu, là ils sont complètement à l'avant. Donc tu me diras Arnaud si ça te va avec le style de conduite ou pas, ou si c'est trop de poids sur l'avant. Bon, on va commencer par enlever les bacs lipo alors. C'est peut-être plus simple.
Donc, à propos des types de la perceuse, ceux-ci sont donc des Aroax dont je ne suis absolument pas satisfait. Ils n'ont que quelques mois, ils sont déjà foutus. J'en suis au deuxième jeu, enfin j'avais commandé en double évidemment pour avoir de la réserve. Même si en général, quand je fais ça, je suis parti pour 1 an ou 2. Et là, en fait, en quelques mois, les types se sont bouffés. Je constate aussi que les bacs à batterie, du coup, la façon dont ils étaient montés, n'étaient pas fixés partout, à tous les points de fixation. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais te faire, Arnaud, parce que c'est pour moi pas l'idéal. Le bac à batterie, il faut qu'il tienne bien au véhicule. Faut pas qu'il puisse s'arracher ou autre, parce qu'il a une faiblesse quelque part. Donc les bacs à batterie ont chacun 5 vis dans la config d'origine. Donc si vous les déplacez, assurez-vous de bien laisser les 5 vis. Voilà, donc on va faire simple. On va tout simplement déjà déboulonner tout ce qui est bac à batterie et pièces plastiques en plus. J'ai constaté aussi en fouillant dans les descriptifs effectivement, puisque souvenez-vous tout au début avec le MT Sport, j'avais déjà mentionné le fait qu'on avait un problème avec la direction, que ça tournait pas des masses. Et ils ont effectivement modifié la barre de Ackermann sur la version Sport Plus pour avoir plus de direction. Forcément en plus la Sport Plus a les gros boudins, donc ça pose clairement un souci si la direction n'est pas au point. Pour moi, ce petit Obao mérite une version 2, en fait. On va pas appeler ça le MT Sport Plus, mais une version 2. Il y a déjà aussi une modification, on a constaté avec certains abonnés, des noix de cardan. Il y a eu donc les cardans améliorés, mais ce qui se passait après, une fois que les cardans étaient améliorés, c'était que les noix de cardan claquent, se fendent en deux. Ils ont donc modifié les noix de cardan côté cardan vers les roues pour endiguer ce problème. Après, faites gaffe, je ne le répéterai pas assez souvent, mais c'est un engin très violent sur sa transmission. Sur le Savage, c'est le diff arrière qui explose et qui prend tout dans la tronche. Sur le Obao, le diff tient bon, donc généralement ce sont les axes ici des cardans qui pètent. Ça peut aussi arriver qu'il y a un cardan, une goupille au niveau des roues qui pète. Ça vous causera une perte de motricité. Aussi, si vous serrez trop fort la vis de verrouillage ici de l'hexagone, vous allez comprimer la goupille au fond et vous allez vous retrouver avec le même problème. Voilà, donc électronique séparée, on a vite enlevé 2-3 trucs en plastique, ça souffrira pas du nettoyage séparément. Le moteur. Pour accéder au moteur, c'est tout simple, vous avez 4 vis par le bas. Alors faites très attention. Les vis d'origine sont en acier, elles ont des têtes plates et elles traînent extrêmement bien. Donc là ça va, c'est pas un souci, comme c'est de l'inox c'est un peu plus mou, on n'a pas le problème. Mais avec les vis d'origine, en fait, il faut vraiment avoir de bons outils et n'hésitez pas à chauffer les vis avec un petit chalumeau à gaz parce que sinon c'est garanti que les pans vont tourner à l'intérieur et après vous allez avoir un souci pour le démonter. Obao a prévu ici un trou dans le châssis pour accéder à la seule vis qui tient le montant arrière du moteur. Selon le réglage du pignon, c'est pas évident, vous ne serez pas dans l'axe. Voilà. Alors l'avantage de ce châssis qu'on appelle extrudé en fait, c'est-à-dire on avait les TVP de chez HPI qui pour beaucoup ont été une invention HPI qui n'est pas du tout le cas puisque Tamiya roule depuis longtemps avec des TVP même s'ils sont en plastique. Regardez sur le Frog de 1970 et d'autres engins du genre. Donc quand on a des TVP ou comme c'est le cas sur le Sen, on a évidemment sur les chocs un effort de cisaillement.
donc une séparation des deux plaques, ça permet un certain flex, ça permet d'encaisser beaucoup, mais ce cisaillement va lui aussi desserrer et débloquer sans arrêt les vis latérales, donc il faut penser à les revisser. Quand vous avez un châssis plat, vous avez le souci de la flexion de ce sens, et sur l'atterrissage des MT, donc c'est gros choc. Souvent on déforme le châssis, ou sur les truggies, c'est le problème des muggy par rapport à un Monster, c'est que sur les gros sauts, on va tordre les cardans à force d'effort là-dessus. Puisque moi j'ai réussi sur mon MT à faire carrément une trace ici, dans ce logement en plastique ici, dans le renfort en plastique, j'ai fait la trace du montant ici, il y a 5 mm entre les deux. Ça veut dire que j'ai flexé suffisamment le châssis pour être touché, pourtant le châssis est toujours resté droit à la fin. Je n'ai absolument pas déformé le châssis de mon MT. Et on a ici donc un mix entre les deux, c'est-à-dire un châssis qui possède deux plaques verticales, mais qui sont reliées entre elles d'une seule pièce en fait. On a donc l'avantage des deux, on a l'avantage du skid, du truggy, ici du châssis plat sur les cellules vissées à plat sur le châssis, et ensuite de la rigidité possible d'une forme de H en fait sur un châssis. Ce qui est très bien. L'autre chose aussi, on le voit ici, il manque une vis sur la direction, ça aussi c'est à surveiller sur la MT avec les efforts ici, comme on a du mouvement en cisaillement sur cette plaque, alors que le bas de la direction est dans le châssis qui ne bouge pas, et le haut est dans cette plaque qui peut bouger. Elle a d'ailleurs une place ici, elle est juste mise avec des encoches, elle n'est pas fixée rigide au châssis. Ce mouvement de cisaillement peut desserrer ces vis, voire les casser. Donc sur le mien, j'avais ici percé en M3,2 et fait des filetages en M4 pour mettre des vis en M4, ce qui a supprimé ce problème. On a donc ici la clampe qui a été coupée pour mettre un moteur plus gros. Évidemment, elle tient toujours encore le moteur, mais pas comme il faut, ce qui fait qu'on a du jeu en cisaillement sur le support moteur. On a ici un résistant qui sert à rien, on ne sait pas ce qu'il fait là. Les câbles moteurs, ils tiennent de toute façon déjà ensemble. Oh, et là, on a un problème. Alors, vous en faites pas, paniquez pas, c'est pas l'axe. Donc le pignon a pris un tellement gros coup sur la tronche qu'il est sorti. Par contre, je ne sais pas si vous... Quand je tourne le moteur, on a un sale craquement là-dedans. Alors Arnaud, j'espère que ton moteur n'a rien pris. Je vais l'ouvrir, peut-être que c'est que du sable, roulement qu'à gripper ou autre. Mais personnellement, j'aime pas du tout le bruit que ça fait ce moteur, et surtout pas en fait la sensation quand on le tourne. C'est vrai qu'il faudra peut-être organiser une fois un cours de mécanique à plusieurs ensemble avec les gens dans l'atelier, puisque chacun puisse prendre en main les objets et comprendre ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il est important, c'est un engin qui a une transmission aussi rigide que ça, d'avoir un slipper bien réglé. Parce que quand le slipper est bloqué, c'est la vue là, c'est le pignon qui a explosé. Alors, le pignon déjà a fait fusible, il a pris une partie dans la tronche. Et j'espère par contre que ça a suffi. Déjà, les vis du carter sont pas très serrées, c'est qu'il y a eu du mouvement là-dedans. J'espère que ça suffit pour empêcher que le moteur soit endommagé. Déjà, ça sort difficilement, Arnaud. Aïe aïe. J'aime pas ça. Quand ça sort difficilement, c'est pas à cause de l'élément. C'est bon, j'ai repéré les cales, vous en faites pas. C'est qu'il y a quelque chose qui frotte. On a donc ici effectivement le film autour. On voit ici les traces clairement qui restaient, qui a touché sur le stator. On a aussi un écartement. À la caméra, ça va être dur à voir, mais ton moteur a pris un coup. En fait, les aimants se sont décollés du rotor un petit peu, et ce qui fait que ça frotte ici légèrement à l'intérieur. Et je vais en profiter pour vous montrer donc la différence de taille.
parce qu'on me l'a demandé aussi. Alors, nous avons donc ici un rotor de moteur en 40-68 ou du type Vélignon Traxxas 74. Merci Traxxas pour la blague. Un rotor en 74 pour de vrai. Et ici un 82. Voilà, on a bien un petit morceau en plus. Ça paraît ridicule, hein, à chaque fois quelques millimètres seulement de différence, mais ça influe énormément sur le comportement du moteur, sur son couple. Évidemment, il consomme aussi un peu plus. Et voilà. Donc moi, je vais checker ce qui se passe avec ce rotor Arlo. Mais ça me plaît pas du tout. Il est clair que le fait que ce moteur a été bloqué, ce qui a détruit le pignon, en fait, tu as dû prendre une caillasse ou quelque chose là-dedans, a bloqué carrément le moulin et ça lui a mis un coup sur la tronche. Alors le reste, tout est ok. Voilà. Alors, bon, on va pas m'amuser à faire un nettoyage préliminaire, on va démonter tout de suite. On fera un nettoyage après. Non, allez. Je vous dis à tout à l'heure, je vais aller faire le nettoyage préliminaire donc, de cet engin, donc avec le nettoyant jante. Je le répète encore une fois, ne prenez pas n'importe quel nettoyant jante. Évidemment, au début, vous ne pouvez pas savoir lequel est trop agressif et pas. Ça, c'est le problème. Même chez par exemple, moi j'ai le nettoyant jante U qui est pas trop violent, ils ont changé la formule, il est un peu plus agressif. Donc faites toujours le test sur un endroit où ça se voit pas, où c'est discret, où vous prenez tout simplement un coton-tige, vous mettez du nettoyant jante dessus, vous l'appliquez quelque part en dessous, vous démontez cette plaque par exemple, vous utilisez en dessous, vous en mettez une goutte, vous la laissez dessus quelques minutes et ensuite vous nettoyez et vous regardez si ça a éclairci votre alu, c'est que c'est trop agressif. Il ne faut pas que ça fasse bouger les anodisations de vos châssis et de vos pièces, ça c'est clair. Donc il y a tout à l'heure avec un engin un peu plus propre pour travailler dans de meilleures conditions. Je vous conseille toujours déjà de nettoyer l'engin avant de démonter pour plusieurs raisons. D'abord, vous aurez un meilleur accès aux vis, vous allez mieux voir ce que vous faites et ça vous évitera aussi de vous retrouver avec de la saleté quelque part où on n'est pas censé aller. Même si vous faites un nettoyage total, c'est toujours plus embêtant en fait de se faire plus de travail soi-même. Voilà. Bon, maintenant j'y vais. Et me voilà de retour. Les opérations de nettoyage n'a effectivement mis que quelques minutes. Un coup de nettoyant, on laisse agir, on rince à l'eau bouillante. Ensuite, compresseur pour sécher et un coup de rénovateur plastique puisque une fois qu'on a fini, les plastiques généralement sont mat, sont encore grisâtres. Et avec le rénovateur plastique, on arrive donc à revenir à une couleur de plastique normale. Si vous n'avez pas de compresseur, ne vous amusez pas à rincer votre voiture. Ça, c'est sûr. Là, vous êtes bon pour la petite tasse avec la brosse à dents et vas-y que je te brosse. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc le plus simple dans ce cas-là, c'est effectivement de démonter la voiture avant de la nettoyer. Là, on va donc séparer la voiture. C'est toujours le même principe. Hein. Une fois qu'on a enlevé l'électro, on sépare l'avant, l'arrière, on garde la partie centrale. C'est de cette façon aussi dont sont construites la plupart des voitures. Ça c'est MT, mais c'est pas très compliqué, c'est loin d'être un Arma Nero au point de vue complexité des montages, etc. On va goupiller aussi ça avec, par exemple, voilà. Donc au départ, vous avez le véhicule, vous n'avez pas de slipper. Pour atteindre la boîte de vitesse, tout ce que vous avez à faire, c'est de séparer le bac à lipo gauche et droit du véhicule, donc 4 ou 5 vis par côté. Une fois que vous avez enlevé les bacs lipo, vous pouvez atteindre la boîte de vitesse. Ne pas oublier les deux vis qui sont ici par en dessous dans la plaque. Et ensuite plusieurs possibilités. Soit donc vous enlevez uniquement donc, la boîte de vitesse et vous séparez les vis entre la plaque et la boîte de vitesse. Si vous voulez gagner de la place, vous pouvez tout simplement aussi encore enlever les 4 vis ici qui maintiennent en fait le support moteur complet. C'est pas la peine de dévisser les petites vis qui sont ici entre le support et les plaques. Vous enlevez tout de suite les 4 grosses ici, par contre faites gaffe, elles tiennent aussi vachement bien, elles sont montées à la loctite. Donc, si vous faites sortir la boîte sans l'enlever, faites-le.
Voilà, la boîte ne sort pas par en dessous, elle a ici des encoches sur le côté, elle est posée dans le châssis, donc c'est obligatoirement par en haut. C'est là que Mani a oublié une vis, bingo. Vous avez aussi entendu au son de ma voix tout à l'heure que j'étais un peu, enfin pas déçu, c'est pas la faute au moteur, mais c'est con pour le moteur, c'est vraiment dommage. Voilà. Cardans avant-arrière ne sont pas les mêmes. Souvent, c'est l'avant le plus court, puisque les éléments mécaniques sont recentrés un tout petit peu vers l'avant, mais méfiez-vous, c'est pas toujours le cas. Hein, vous avez un doute, vous checkez la notice. Bon, là, toutes les positions sont fixes, vous ne pouvez donc pas vous tromper. Si vous mettez le mauvais cardan, mauvais endroit, vous n'arriverez pas à rentrer la boîte. Il y a des engins dans lesquels ça passe quand même, mais le jeu est ensuite tellement réduit entre la boîte et la transmission et l'avant, vous comprimez le cardan, et dans les efforts ensuite en mouvement, vous endommagez vos roulements de boîte, donc méfiez-vous. Très bien, vous avez donc ici la boîte de vitesse. On va poser les châssis de côté, on va attaquer tout de suite avec la boîte. Et l'installation du slipper. Donc imaginez-vous qu'il n'y a pas de slipper ici. Eh bien, mon cher Jamy, c'est très simple. Alors ceci est uniquement en fait un cache pour la transmission thermique. Il y a ici à l'intérieur ensuite, vous avez les BTR pour régler le passage des vitesses. Tout simplement. Parce qu'il y a les maslots à régler, donc c'est à ça que ça sert, c'est pour atteindre les vis de butée des maslots. Ça, ici, c'est le capuchon pour l'option, je pense, marche arrière, s'il y en a une. Pour séparer cette boîte, il suffit d'enlever les vis qui sont au pourtour et une seule des deux noix. C'est pas la peine d'enlever les deux. Dans notre cas ici, nous allons enlever l'arrière puisque l'avant non plus ne sort pas par là. En fait, l'arbre est plus large. Sur certaines boîtes de vitesse, il suffit d'enlever le slipper et là vous pouvez passer par là. Dans ce cas, ici c'est pas le cas. Ça va rester coincé de ce côté. Vous êtes obligé d'atteindre par l'arrière ensuite et de tout sortir par l'avant. Donc on enlève l'anneau. On sort l'axe. On enlève la noix. Si certains de ces éléments coincent, par exemple si l'axe est grippé dedans, il vous faut un chasse de la taille de l'axe. Je précise, il ne faut pas qu'il soit plus haut, hein, toujours plus petit. Vous posez ça proprement sur un endroit dur. Il faut que la noix repose et pas la boîte, sinon si vous tapez dessus, vous allez donner des efforts sur plastique, ça ne sert à rien. Il faut donc caler la noix sur le côté de quelque chose. Si vous avez un petit coin d'établi ou quelque chose à la maison, vous le posez dessus. Gaffe à ce que l'axe puisse sortir, hein. Vous ne posez pas un truc plat sous l'axe, sinon vous allez taper, vous allez enfoncer l'axe dans la partie plate, ça ne sert à rien. Et vous mettez ensuite votre chasse dessus, un bon coup de marteau, genre ça suffit pour le dégripper. Une fois là, vous enlevez donc vos vis de la transmission. Il n'y a pas de piège, toutes les vis sont la même taille. Voilà. Et là, vous pouvez tranquillement sortir votre carrière. Donc vous secouez, votre carter, vous secouez un petit peu, vous poussez sur l'axe, vous faites pression, et vous avez tout en main. Voilà. Donc ici, on a un petit joint de roulement qui se balade. Nous allons donc voir ce qui s'est passé et pourquoi. Ce que j'aime bien sur cet Obao, c'est que les roulements sont maintenus par des circlips. L'effort n'est donc pas répercuté dans le carter. Il n'y a pas de mouvement longitudinal possible des pignons et des pièces là-dedans. Donc pour enlever cet arbre ici, donc là maintenant c'est déjà l'arbre avec le slipper. Normalement donc vous enlevez juste l'entraînement couronne principale d'origine. D'ailleurs je ne sais même plus comment il est fixé. Je ne sais plus si il est fixé par vis ou autre. Là l'utilisateur a monté un contre-écrou sur le stop parce que c'est vrai qu'il arrive qu'il se desserre un petit peu. On reviendra là-dessus plus tard pour l'explication du slipper. Après comme toujours un petit Big Mac de rondelles et de machin. Méfiez-vous, il y a certaines rondelles qui sont élastiques. Si vous n'avez pas de rondelles élastiques ici, ça ne fonctionnera pas comme il faut.
il y a aussi une particularité, c'est que vous avez une rondelle ici à l'avant qui a une empreinte. Là. Celle-ci a une empreinte et l'arbre a une empreinte. Donc il faut que cette rondelle soit dessus, il faut qu'elle soit au bon endroit et il faut qu'elle soit dans le bon sens. Et je vous ai dit une bêtise en plus, l'axe sort bien par derrière. Voilà, donc tu sors ton axe par derrière. Et là aussi, bizarrement, on a le joint du roulement qui se balade. Ça, c'est bizarre, ça nous en fait déjà deux qui se promènent. Il va falloir analyser la situation là-dedans. Très bien. Donc ce que vous avez ici, ensuite, c'est un Big Mac qui ne faut absolument pas se tromper dans le sens de montage parce qu'il n'y a qu'un seul et unique moyen de monter tout ça. Vous avez ainsi un roulement qui est buté par un circlips, vous avez une cale, vous avez un pignon qui est ici maintenu par un axe. Et là, vous vous dites, merde, comment l'axe est prisonnier puisque ça ne bouge pas. C'est là qu'intervient le circlip. En fait, vous enlevez le circlip. Donc vous prenez un petit tournevis, un petit levier pour pousser dessus. Vous laissez les doigts devant, vous mettez un chiffon autour. Ça évitera que le circlip se balade. N'est-ce pas, bip bip? Voilà, donc là, tu peux avancer ton roulement, tu peux avancer l'axe, tu peux avancer le pignon, tu libères le petit axe ici, qui te permettra de libérer le pignon. Ensuite, il suffit d'enlever évidemment les circlips, les deux circlips ici à l'arrière, pour enlever tout ça. Parce que ce que tu reçois d'origine dans ta boîte, c'est donc ici un arbre fixe, tu n'as pas tout ceci pour monter le slipper. Donc tu démontes comme je viens de te montrer, tu poses tout dans l'ordre où tu le démontes, tu te poses le circlips, tu te poses le roulement, le circlips, la cale, enfin l'axe, le pignon, la cale, l'autre roulement, l'autre circlips. Tu te poses ça de côté, tu prends le nouvel axe que tu as reçu, qui est celui-ci donc dans ce cas-là, si tu installes ton slipper, et tu refais la même chose à l'envers, c'est-à-dire tu enfiles un roulement, une cale, le pignon, tu mets l'axe, tu recules le pignon en butée, tu recules la cale, tu recules le roulement, tu mets le circlips. Cette partie est bloquée, ensuite tu peux remettre circlips, roulement, circlips. C'est tout, et tu peux remonter le tout dans ta boîte, le reste tu n'y touches pas en fait. Au passage évidemment t'en profites pour mettre de la graisse à l'intérieur, et c'est tout. Alors dans la foulée, le réglage de cette bestiole. Donc, axe, plateau d'entraînement, plateau de friction, disque de slipper, couronne. Dans ce ordre-là, pas autrement. Tu te mets ça là-dessus. Ensuite, la rondelle spécifique qui est livrée avec, il n'y en a qu'une, tu la perds pas, tu fais pas le kéké. Alors, ce qui arrive là-dessus en fait, c'est que si le patin est usé ou si tu utilises des rondelles trop petites pour aller devant, ici, c'est que la cannelure ici est à fleur avec le méplat. Tu ne pourras donc pas augmenter la pression en fait sur cette bague. Si tu mets une rondelle trop petite, elle va buter sur la gorge ici et tu vas écrabouiller ta rondelle, tu vas serrer ta rondelle, mais tu ne comprimeras pas le slipper. Il faut donc faire gaffe à ce que tu montes là-dessus. Il faut que ce soit assez grand pour pouvoir passer par-dessus ce petit chanfrein ici. C'est pour ça que je vous conseille de mettre d'abord les rondelles plates livrées avec. Ensuite, les rondelles de pression, tu les mets toutes dans le même sens. Il y a certains slippers où il faut les mettre butées avant-arrière. Là, vous les mettez tous dans le même sens. Ensuite, tu mets ta deuxième rondelle et tu t'assures que tout ce Big Mac soit assez épais pour que tu puisses serrer ton heel stop. En fait, la place n'est pas très grande. Si tu arrives ici en bout avec ton filetage, tu vas serrer sur le filetage, tu vas bloquer, mais tu n'auras pas de compression suffisante sur le slipper. Je vous conseille donc de rajouter un peu plus de rondelles si vous avez à la maison, c'est du M5, pour être suffisamment loin de la fin du filetage avec votre écrou. Ensuite, vous le serrez à fond, vous le montez dans le véhicule et vous faites les essais. Vous ne le serrez pas comme des bourrins, vous le serrez juste à contact. Contrairement au slipper Traxxas, il ne faut pas qu'il patine à l'accélération ce machin. Il faut qu'il décrante juste en cas de choc, c'est-à-dire au moment où vous bloquez les 4 roues, et ça on le verra sur le terrain. Je vais arrêter la caméra, on va reprendre tout à l'heure avec le démontage de l'engin. A tout de suite. Et voilà, c'est parti pour la séparation des trains roulants. Ça aussi, parfois, pour faire un petit entretien, une révision, un machin, c'est plus simple de démonter vite la voiture en trois pour le nettoyage, même si c'est un nettoyage simple, et tout contrôler.
Alors ici, on va séparer qu'un seul des deux trains, puisque c'est la même chose à l'avant et à l'arrière. On a juste la direction plus à l'avant, c'est tout. Donc, vous allez bien réussir à vous en sortir. Pour séparer les trains, il faut virer les pare-chocs. Et on a déjà des empreintes déglinguées. Ça, c'est le problème des vis qui sont dessous sous un châssis à plat, comme ça elles en prennent plein la poire. D'où l'intérêt des petits skid plates, ça c'est vachement sympa. On a un petit skid plate là-dessus pour protéger ça. Alors c'est pas la peine d'acheter exprès une pointe à tracer, hein. Pour faire un outil c'est simple, vous prenez un vieux tournevis et vous lui meulez la tronche pour en faire tout simplement un objet pointu. Je vous conseille d'en avoir un aussi avec sur le terrain, ça sert toujours. Alors là, on a une partie un peu chiante sur l'MT, c'est qu'on a ici un écrou stop qui est planqué sous le dessous. Et on a du mal, là où il est placé, en fait, à mettre comme il faut la clé dessus. Oui, j'en étais aux embouts tout à l'heure. C'est vrai que dans la première partie, on a commencé à parler des embouts, j'ai pas fini. Donc, AOAX, pas content. EDI, moyen. J'avais une fois des embouts Timasso, ça allait, mais relativement cher aussi. Et j'ai donc, avec grand plaisir, retrouvé chez Wartel, et oui, c'est encore lui, les embouts Obao en acier. Parce que là, c'est bien, ils ont une belle couleur, vous avez un petit durcisseur, mais le durcisseur n'est pas sur l'embout. De plus, l'embout est taillé de façon conique. C'est-à-dire qu'au bout, il est plus fin que derrière, et j'ai horreur de ça. Pour moi, ici, je pense, ça doit être bien plat du début à la fin. Et Wartel a donc les embouts Obao disponibles. Donc c'est un jeu de 4, ça coûte 20 €. C'est pas les moins chers, mais franchement, mes embouts Obao tiennent des plombes. Ça, c'en est un que j'ai acheté. Évidemment, alors, les grosses clés, on les utilise un peu moins. Bon, moi, j'ai les 1/5, donc je m'en sers quand même plus. Mais c'est sûr que ce qu'on use le plus, c'est 2 et 2,5. Enfin, particulièrement un 8e. Mais les embouts Obao tiennent facilement une bonne année chez moi, malgré tous les démontages, remontages qu'on fait ici. Évidemment, je ne les prêterai pas à Fripouille, Sevan et Bip qui me les font sauter dans les vis. Parce que j'entends à chaque fois qu'ils utilisent mes embouts, parce que vas-y, on y va un peu de travers, c'est pas grave, j'entends mes embouts qui claquent dans les pas de vis. Et ouais, le Père Mani, le Père Mani. Mais non, en fait, il veut juste faire pitié pour que les copains lui achètent des embouts. Alors, là, il y avait des écrous dessus. Il me semble que d'origine, il n'y a pas d'écrou. C'est vissé directement dans le plastique à ce niveau-là. Donc, il y a eu... Bon, c'est pas mauvais, hein, ça renforce le filetage, j'ai pas de souci. Ensuite, pour enlever le train arrière, là, vous vous trouvez coincé. Si vous laissez votre cale moteur à l'arrière dedans, donc ça vous arrive sur le terrain, vous voulez sortir le train arrière pour travailler dessus, c'est assez embêtant, puisque vous avez la cale de train qui empêche en fait de monter le train arrière pour sortir des petits ergots ici. Vous êtes donc obligé de desserrer les vis du support moteur principal. Et si ça ne suffit pas, il faut même encore le séparer ici au niveau de la boîte de vitesse sur le terrain. Mais normalement ça va bien. Voilà. Et là du coup ça sort.
Donc vous accédez à votre train arrière, à votre train avant, ensuite très facilement, vous pouvez donc facilement changer un triangle sortant l'axe ici, l'axe là. Rappelez-vous donc ça c'est l'ancienne version, sur les nouvelles vous avez donc une vis qui passe à travers et un écrou de l'autre côté. On n'a donc plus de soucis de cette pièce qui s'ouvre et de l'axe qui sort. Arnaud, tu me tiendras au courant si ça t'est aussi arrivé, si tu veux qu'on modifie, qu'on passe une vis à travers. Et voilà ce que je voulais montrer. Donc on a nettoyé le véhicule bien sûr au préalable extérieur, on n'y est pas allé longtemps avec la flotte, on a passé les compresseurs. Pourtant voilà ce que je vous dis sans arrêt, méfiez-vous, l'eau ça rentre partout. On a de l'eau qui est passée ici et on a de l'eau qui finit à l'intérieur, c'est absolument sans pitié, la flotte ça passe partout. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand vous passez la flotte. On a ici les immenses dents du diff qui sont toujours en super état. Il y a quelques personnes qui ont eu aussi des casses de diff, c'est arrivé sur des chocs violents. On a eu un carter de diff, je crois, éclaté. Luc aussi, enfin RC Jam Jam a eu un petit pépin. J'espère, Luc, que tu vas me laisser une petite com en dessous pour nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, les roulements semblent tous encore être en bon état. Le graissage du diff aussi a été bien fait. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Quand je dis que la transmission est violente et que le choc pour faire péter le pignon et le rotor a dû être important, voilà, regardez ça. Si on a toute cette huile à l'intérieur, en fait, c'est l'huile qui est sortie du diff. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Le corps du diff ici s'est fendu. Ça veut dire qu'il y a eu un gros effort, un monstrueux effort mécanique ici, là-dedans, qui a tout bloqué. Donc soit les roues qui ont été bloquées net et tout le reste, forcément, on voulait continuer à tourner. Et c'est sans pitié, on a donc le corps du diff ici qui s'est fendu. Alors, c'est moins souvent le cas à l'avant. Mais nous allons ouvrir quand même rapidement ensemble l'avant, les gars, pour constater ce qui se passe là-dedans. Donc là, faites gaffe, hein, c'est bien serré à mort. Arnaud, la liste de l'entretien se rallonge. Voilà, donc là on a un autre souci, on a les pivots qui tournent avec les vis. C'est pas un problème, on va laisser dedans, on va sortir le tout par en haut. Et on s'occupera de ces vis plus tard. Donc à l'avant pareil qu'à l'arrière. La centrale est vissée en plastique et les deux de côté ont un écrou nil stop. Alors ces pare-chocs peuvent paraître petits, fins et tout ce que vous voulez, finalement, en fait, ils sont hyper résistants. C'est vrai que ça aurait été sympa quand même que ces pare-chocs passent sous le châssis pour faire un skid. Après, on peut pas tout avoir. Voilà. Alors, pour les pièces. Ça aussi, c'est quelque chose qui retient beaucoup d'acheteurs. Les pièces au bas sont disponibles chez Buggy Brushless Shop. C'est pas parce que c'est pas au catalogue qu'il ne peut pas les avoir. Enfin, peut-être par contre qu'il les commande chez le fournisseur. Après, le fournisseur en France qui distribue au bas nous fait des fois des blagues. C'est-à-dire qu'il vous dit que ça va arriver et que ben, ça n'arrive pas. Ceux qui se retrouvent coincés, ben, c'est le revendeur. C'est pas cool. Les roulements de direction, ça va, sont entiers. Et à l'avant, tout va bien, pas de souci. Alors là, par contre, on est complètement détendu au niveau des huiles. On a, ah, voilà, on a perdu un axe.
Non, c'est bon, alors c'est pas détendu au niveau des huiles, c'est uniquement parce que l'axe est dessus. Donc le diff avant a bien de l'huile plus dure, il est bien lubrifié, on sent bien que tout va bien à l'intérieur de ce diff. Évidemment, on ouvrira quand même les diffs pour voir l'état de saleté à l'intérieur de l'huile. Il n'y a pas de souci. Alors, les roulements par contre du train avant, ici au niveau du pignon d'attaque, ceux-là, ils sont morts. On a le pignon qui tourne dans la bague. On va donc partir sur... je vais finir de le démonter complètement pour voir ce qui se passe au niveau des roulements. Les roulements de roue aussi ont déjà été changés, donc méfiez-vous. Voilà. Alors, les hexagones de roue d'origine ont un petit filetage M2 ou 2,5. Vous avez ensuite l'axe qui est dedans en 2, quelque chose avec une tête BTR. C'est pas super solide. Quand vous mettez ici l'hexagone de 17, vous avez ici donc ensuite la vis de verrouillage de cet hexagone. Si vous serrez trop fort la vis, vous écrasez un peu l'hexagone, la vis va tordre ou casser en fait le BTR ici à l'intérieur et vous allez écrabouiller les roulements. Ça va vous bloquer d'une part les roulements, d'autre part pour démonter ce Mimi Serrara, c'est la même merde. Sur un, il m'a été nécessaire de disquer en fait l'hexagone pour réussir à sortir l'hexagone et récupérer tout le reste du cardan, etc. Donc ici, faites comme ça a été fait sur celui-là, je vous le conseille, c'est-à-dire de sortir ces BTR et de mettre des axes standards 2,8 mm. Ici, on voit de toute façon, c'est un axe qui a été coupé à la bonne taille, donc soit un bout de forêt ou autre chose, en acier trempé, donc beaucoup plus solide. Ensuite, quand vous mettez la roue, vous mettez une rondelle sur la vis qui va ici à l'intérieur pour que la vis n'aille pas en buter contre cet axe. C'est sûr, quand on enlève la vis, après l'axe peut tomber, mais comme il n'y a pas d'élargisseur, de toute façon, c'est l'hexagone de roue qui empêchera l'axe de sortir. Mais ça, c'est vraiment une solution simple et efficace pour éviter tout problème à ce niveau-là. Après, si vous roulez qu'en 4S, c'est pas trop violemment, c'est pas un problème. Mais si, comme moi, vous voulez le Hyper MT parce que c'est un engin absolument sauvage et indomptable, et que vous voulez vous régaler en 6S à faire du vol tac 3D hélicoptère avec, niveau figure, alors il y a certaines choses à faire. Je disais donc aussi avant que j'aimerais bien une version 2 de cet engin, c'est-à-dire avec donc des axes plus gros à ce niveau-là, c'est du 3 mm partout aussi au niveau des cardans, et des tourelles de suspension différentes, puisque celle-ci sur les gros sauts se déforme, et on a le capuchon d'amortisseur qui va taper en fait sur son cavalier de montage. Ou alors un renfort pour ces tourelles ici vers l'avant, vers le châssis, pour les empêcher de travailler de trop. Même si évidemment le fait que ça travaille, ça économise les chocs à d'autres endroits. Donc Arnaud, je finis de démonter, je te tiens au courant. Bon, donc là, il faudra un moteur, un carter de diff arrière. On verra à l'intérieur du diff ce qui s'est passé, si des dents ont sauté ou ça a tapé. La caméra va couper, je me dépêche donc de venir. Et voilà, ça c'est toujours pareil, quand on veut faire vite, ça part en cacahuète, donc ça marche pas. Si tu as le bout, la fin de la vidéo avant que ça coupe, donc je checkerai encore les roulements et je te dirai comment on va procéder. Et pour les pièces, oui, donc Buggy Brushless Shop, Vartel, je vais lui demander d'ailleurs pour tout le monde, hein, tout simplement, puisque lui forcément il fait pas cet engin, donc il l'a pas au catalogue, mais ça coûte rien de demander si quand on lui donne les références, il peut les commander pour nous. Il y a RC Wheelpower à Taïwan qui livre en 10 jours, frais de port gratuit, donc les pièces sont un peu plus chères en fait, puisque les frais de port sont compris dedans. En général, ça arrive sans douane, c'est fait de façon à ce que la douane ne tombe pas sur le paletot. Effectivement, si vous commandez 10 kg de pièces, il ne faudra pas vous étonner si vous gaule quand même. Même si c'est pas la douane qui vous gaule, mais le transporteur. Voilà. Pour s'en mettre encore plus dans les fouilles, puisqu'à 20 € la déclaration chez FedEx, les pires des chiens, 20 € par déclaration, un déclarant de douane doit en faire 158 par jour, ça fait donc 3000 €, voilà, ça fait qu'en une journée il paye l'employé, la deuxième journée il paye le bâtiment, l'ordi, la clim de l'employé, il reste encore 18 jours de bénéfices sur un seul employé. Merci FedEx de bien nous baiser la gueule. Salut tout le monde. Bah, je pas éteint, pas éteint toi. C'est parce qu'il n'y a plus assez de piles. Bah, ça s'arrêtera tout seul quand elle sera vide. Et nous voilà pour le démontage du train. Donc le train sorti du véhicule, on va sortir le diff. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Bien sûr, le diff peut sortir, monter au véhicule. C'est quasiment la même manip. Vous avez donc déjà enlevé les 3 vis du pare-choc inférieur. Ici, comme on a sorti le train, on a sorti les vis arrière du renfort de pare-choc.
Sur le terrain, ça sera plus simple d'enlever les deux devant et de laisser ce renfort fixer tout simplement la tourelle de suspension. Parce que la tourelle reste en place sur le véhicule. Vous avez ensuite ici deux petites vis M3 à sortir. Et ici les deux grandes vis qui maintiennent le carter ensemble. En fait, elles serrent les deux demi-parties du carter, en plus ici des butées plastiques qui sont ancrées dans le châssis. Vous pouvez ensuite tout simplement enlever un seul et unique axe. Vous n'enlevez pas les deux. Admettons si vous êtes sur le terrain, bien sûr là maintenant quand on a démonté c'est facile, on enlève tout. Une fois que vous avez enlevé un axe, et ramassé toutes vos vis, voilà, vous pouvez séparer le carter avant du diff tout simplement. C'est tout. C'est super accessible. Il y a évidemment autre chose à prendre en compte, pardon, c'est que vous avez ici les 4 tétons qui tiennent dans le châssis. Il faudra donc desserrer les 4 vis inférieures du carter pour pouvoir en fait lever légèrement pour sortir ceci. Si vous ne desserrez pas les 4 vis principales en dessous, vous n'arriverez pas à lever et sortir le carter du châssis. Ensuite, vous arrivez à votre diff qu'il suffit de tirer dehors. Retenez bien le sens, parce que si vous le montez à l'envers, vous avez les roues arrière qui vont aller à l'inverse des avant, vous n'irez nulle part. Surtout qu'il n'y a pas de diff central, donc tout va forcer dans tous les sens. Ce véhicule, donc, vous l'avez vu, là, a déjà pris l'eau. On a de la rouille sur les bagues de roulement. Par contre, on voit l'excellente qualité des roulements au bas-haut. Les roulements sont rouillés, mais tournent toujours parfaitement. Il n'y a pas de pépin. Sur le terrain, si vous voulez changer donc un bras de suspension, on en a déjà parlé, tout ce que vous avez à faire, c'est enlever le pare-choc pour pouvoir sortir l'axe ici. Enlever la petite vis qui est là et sortir l'axe qui est au bout ici. Si vous avez la version avec la vis, vous enlevez la vis tout simplement. Vous pouvez changer le triangle. N'oubliez bien sûr aussi l'amortisseur, hein. Vous en doutez que si vous n'enlevez pas la vis de l'amortisseur, vous n'irez nulle part. Amorto, donc c'est facile, une vis et il est clipsé en haut, ça suffit. Si vous devez changer une chape, vous enlevez l'axe inférieur, l'axe supérieur, vous avez tout le moyen en main, vous pouvez travailler tranquillement sur votre chape. Vraiment, enfin tout est vraiment super simple d'accès, il n'y a pas de pépin. On va mettre ça de côté et on va ouvrir le pauvre diff à Arnaud, voir ce qui se passe là-dedans. Parce qu'il y a deux solutions. Soit quelque chose a bloqué, il y a eu un effort sur le carter assez violent qui l'a fait fendre, soit les pignons à l'intérieur ont explosé. Et quand il y en a un qui se met de travers, forcément, ben, ça prend plus de place que prévu, donc ça pète le carter. Ou la chose la plus fréquente, c'est quand il y a trop d'huile à l'intérieur en fait du carter, ça fait la même chose. Il y a une augmentation de la pression qui fait exploser le carter. Alors, planétaire intact. Tiens, t'as plus de lumière, mais tu dis rien non plus. Si tu me le dis pas, je peux pas le deviner que tu vois rien. Et les satellites qui sont intacts. Alors, il y a une petite usure, mais c'est minime. On n'a rien d'endommagé, c'est donc bien un effort mécanique mal placé qui a fait exploser le carter. Et là on vient à une petite vis assez rigolote. Je l'ai déjà vu plein de fois dans les vidéos, mais c'est sûr qu'on n'a pas le temps de regarder toutes les vidéos et d'écouter tout ce que je dis. Cette vis ici n'est pas là pour bloquer le différentiel. Ce petit BTR ici est là pour accéder à l'axe de la noix de cardan qui entraîne aussi, c'est-à-dire qu'elle retient l'axe de cardan dans le diff, la noix, pardon, et elle maintient aussi l'entraînement du satellite. Donc là, c'est tout simplement collé par la graisse. Il y a de la graisse et de l'huile entre l'arbre et le planétaire. Ça fait succion et ça empêche, voilà, de tout sortir. Voilà. Il y a des diffs, en fait, vous avez la place en diagonale ici pour sortir l'axe. Il y a des diffs où il n'y a pas la place. C'est pour ça qu'il y a ici cette petite perforation par laquelle va sortir l'axe tout simplement.
Il y a ici quelque chose qui coince. Pas de bavure. Voilà. Ok. On a donc effectivement uniquement le carter de diff qui est flingué. Et ça, c'est très rigolo. Il y a quelqu'un qui vient de se faire griller. Alors, Arnaud, ce n'est pas ta faute si le carter de diff a fendu, c'est arrivé au propriétaire précédent. Il y a la trace d'un rilsan sur le carter, est-ce que vous le voyez? Ce carter a été collé, en plus il y a un rilsan qui a été mis autour pour donc maintenir le serrage. Ça a dû tenir un petit temps, mais forcément pas des masses, et même si ça tenait là en fait, c'est vrai que ça s'est pas désagrégé. Le souci c'est effectivement que l'huile est sortie. Donc il y en avait encore dedans, mais là ça aurait pas duré de toute façon, on aurait eu un problème à un moment, plus d'huile à l'intérieur, chauffe et casse garantie. Voilà, donc c'est pas bien méchant. J'ai oublié de le signaler. Ou alors il l'a signalé et il nous a mis des pièces avec. Je vais vérifier ça dans le carton, enfin on va en voir avec Arnaud. Tout simplement. Les roulements ont déjà été remplacés, ça c'est plus des roulements au bas. On a des bagues noires, les roulements au bas ont des bagues orange. Voilà. Donc moi j'ai vérifié dans mon carton, on va dire une bêtise, si j'ai un carter de diff et sinon, bah, on va tout simplement le commander, ça vaut pas une fortune vu que les planétaires et satellites sont entiers, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ce coup-ci on y est, donc je te dis, je te communique, je vais communiquer avec toi par mail, Arnaud, ça va être plus simple pour moi. Parce que le problème souvent, il y a plein de gens qui veulent me téléphoner, moi. Déjà, d'abord, j'ai le boulot, donc je bosse, je décroche pas mon téléphone quand je bosse, et ensuite, même quand je suis en train de faire mes vidéos ou de faire mon loisir, c'est-à-dire l'ARC, je n'utilise pas le téléphone d'abord parce qu'on n'a pas un super réseau de la cave, et pendant que je suis en train de parler, je ne suis pas concentré sur ce que je fais. Et je perds du temps donc à arrêter de travailler pour aller téléphoner, donc il y a un souci vu que j'ai déjà pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je préfère en général communiquer par mail, même plutôt que par SMS. Les SMS c'est pareil, on prend son téléphone, on note, machin, c'est chiant. Moi je m'assois à mon bureau avec mes petites notes, je fais ma petite demi-heure de mail par jour et c'est fini. Tous ceux qui n'ont pas eu le temps, eh ben, c'est pour le lendemain. C'est tout. Surtout qu'on est de plus en plus, on va atteindre les 4000 abonnés, je ne peux plus répondre systématiquement à tout le monde dans tous les détails. Donc je compte sur les abonnés pour... D'ailleurs ça marche déjà merveille, j'ai vu sur plein de vidéos. Ils s'entraident entre eux, ils s'envoient, ils se balancent les liens pour aller sur la bonne vidéo où tout était expliqué, etc. etc. N'oubliez pas aussi que je suis toujours preneur de nouvelles théories, etc. Même si parfois ça semble farfelu, une théorie dans la pratique peut s'avérer bien, ou l'inverse. Souvent les grandes théories, surtout sur par exemple la consommation des moteurs et leur puissance, sur le papier c'est bien beau, en théorie, kékette, c'est totalement à côté de la plaque. Voilà. Je vous souhaite donc à tous une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Voilà. Et oui, c'est bien ce qui me semblait, puisque le MT en question que Arnaud a acheté, a été acheté à un abonné de la chaîne aussi. Il m'avait parlé de ce souci diff qu'il avait collé. Il a donc livré effectivement un carter de diff avec les pignons et les planétaires au cas où, ce qui est vraiment super sympa. Voilà. Et 2-3 pièces aussi au cas où, en cas de pépin. Chose que Mali, il avait oublié. C'est pour ça qu'on a les post-it. A bientôt donc pour un véhicule reconstitué.